Bonjour, Emmanuel Foltet, professeur à l'Institut Femto à Besançon. Sur cette problématique de perception, d'autres domaines du transport, notamment le transport automobile, travaillent énormément depuis une petite dizaine d'années sur les aspects psychoacoustiques, perception et design sonore des produits. Donc est-ce qu'une voie de rencontre, c'est pas aussi d'aller chercher de la transversalité vers d'autres partenaires industriels ou des remontées d'expérience? Vous voulez oui, je veux bien rebondir sur cet aspect de design sonore. C'est vrai que les parallèles avec l'industrie automobile est intéressant. Je cite souvent l'exemple de BMW qui était le premier à s'intéresser au traitement d'une porte de voiture, parce qu'on se rendait compte qu'on vendait plus facilement une voiture si la porte fait le coup que si elle fait. Je crois que l'industrie aéronautique ne va pas faire l'économie de s'intéresser au design sonore, je pense, dans les années futures. On a beaucoup travaillé depuis 20 ou 30 ans sur la réduction du bruit à la source. Et je pense que l'industrie aéronautique va se trouver dans la situation d'une jeune femme. Alors c'est une comparaison qui me permet de dire qu'on a travaillé une jeune femme qui a quelques kilos en trop, en fait, on va dire. Et donc au début, on a beaucoup travaillé sur la réduction du bruit à la source, mais cette femme se dit, c'est trop bête, bon, si j'avais quelques kilos en moins, je serais vraiment superbe. Donc les premiers kilos sont faciles à gagner, mais ensuite, on peut toujours essayer de réduire le poids ou le bruit. Je crois qu'après, il faut que cette femme, au lieu de continuer à aller voir un diététicien ou un médecin, elle aille voir un morphopsychologue et qu'elle se dise que la perception qu'elle a de son esthétique et comment elle peut être perçue, il y a d'autres voies pour améliorer la situation. Bon, alors ce parallèle, il est un peu il est amusant, mais je pense que fondamentalement, l'industrie aéronautique va devoir s'intéresser au design sonore, comme l'a fait et l'a souligné monsieur là dans l'industrie automobile. Je voudrais rajouter un mot sur cette question, puisque c'est la troisième question qui revient sur cet aspect de psychoacoustique, de perception. Effectivement, comme l'a souligné Denis Audiard, le président général, eh bien, c'est ce vers quoi il tend. Dès hier, nous avons eu un workshop scientifique dont l'une des sessions était consacrée à cette thématique perception. Et j'ai posé une question, moi, parce qu'hier on n'avait pas la réponse, une question aux opérateurs et aux régulateurs des trafics aériens, c'est qu'aujourd'hui on est capable éventuellement d'optimiser le bruit perçu, on est capable également peut-être d'optimiser par ailleurs la consommation, mais est-ce qu'on sait faire, parce que c'est un autre problème de médiation, est-ce qu'on sait faire des équivalences? Est-ce qu'on sait dire 1 décibel ou tant de niveau LDEN, ça vaut tant en consommation, ou est-ce qu'on sait pas faire ça? Est-ce qu'on sait faire ça? Jean-Marc Thomas, vous voulez répondre? Alors là, je suis très embêté. Je vais peut-être prendre juste quelques analogies. Vous savez puisqu'il n'y a pas de méthode actuellement exacte et surtout reconnue et standardisée. Donc il y a des perceptions avec presque chaque individu peut-être un capteur en tant que tel, et puis de l'autre côté la volonté de certains organismes, des avionneurs, des motoristes d'essayer de donner un petit peu de normalisation. Il y a aussi les aéroports qui ont pris certaines initiatives, entre autres en Europe, en définissant un critère, j'ai plus le nom exactement en tête de ce critère, mais qui se traduit qu'un avion à l'atterrissage, compte tenu de ses caractéristiques, eh bien, on va prendre une référence à 1. Un avion plus brillant peut être à 2, un avion très silencieux peut être à 0,5. À partir de ce moment-là, telle compagnie peut avoir 200 atterrissages. Si ces avions sont critère 2, elle fera moitié moins qu'une autre compagnie qui aurait 200 atterrissages, mais qui aurait, elle, des avions de qualité 1. On voit très vite apparaître une notion de qualité à travers un certain nombre de pondérations. Alors c'est là où il y a la difficulté, c'est que la pondération petit 1, elle est liée à un aéroport qui va se définir ses propres critères, elle n'est pas standardisée entre différents aéroports, elle ne fait pas complètement le pont, bien qu'elle doit quand même s'en rapprocher de la perception de l'individu du riverain.
Mais on voit bien qu'il y a des corrélations très très fortes qui sont en train de se faire, qui va faire que dans les années qui viennent, un certain nombre d'avions avec un certain nombre de moteurs auront plus d'accès que d'autres dans un certain nombre d'aéroports. Donc quelque part, les travaux dont certains sont déjà évoqués avancent très vite et je pense que la filière aéronautique avec toutes ses composantes va faire des progrès. Alors j'ai soigneusement évité de répondre à la question qui était posée, qui était quel est le ratio entre 1 décibel et tel aspect de performance. Bon, c'est pas simple, mais on y travaille. Tout à l'heure, Anne a évoqué les démonstrateurs. Dans les démonstrateurs, aujourd'hui, un des exercices que nous menons par rapport aux 7 démonstrateurs qui ont été présentés tout à l'heure dans une planche, c'est quelle est la corrélation qu'il y a entre les paramètres environnementaux, les critères environnementaux et les aspects de performance que chacun des démonstrateurs va développer en termes de recherche et surtout en termes d'intégration, puisque ce sont des démonstrateurs. Par exemple, quel est le ratio qu'il y a entre 1 tonne de gagné, par exemple, par l'introduction de composites, et la consommation, et donc derrière le CO2 que l'on va avoir en plus ou en moins en fonction de ce gain de masse. Donc ce travail est aujourd'hui ébauché. Il y a des sujets qui sont assez naturels, il y a des sujets qui sont plus difficiles. En quoi les impacts sur la qualité des calculateurs, on a parlé de la limite modulaire étendue, etc., a des corrélations sur la sécurité, on sait plus facilement le dire, sur les paramètres primaires de l'environnement peut-être moins. Donc, mais ce travail de sensibilité, il fait d'ailleurs partie des travaux identifiés dans le cadre du CORAC, mais en particulier nous le développons de façon extrêmement explicite dans le cadre des 7 démonstrateurs du grand emprunt, ou plutôt de l'initiative d'excellence. Juste en complément, donc je ne vais pas répondre à cette question qui est complexe. Il y a une première méthode qui serait de monétariser les effets, l'impact du bruit, avec des redevances, des taxes qui sont modulées en fonction des performances acoustiques, et puis la consommation de carburant, si on voulait arbitrer entre bruit et consommation et émissions gazeuses. Donc je ne vais pas répondre à cette question-là. Aujourd'hui, en tout cas, les niveaux de monétarisation, les impacts ne sont certainement pas pertinents pour faire cet arbitrage-là. Je veux juste témoigner de la réponse qu'a apportée Paul Schwarz lors du sommet environnement de la TAG à Genève, où de nombreuses personnes présentes dans la salle ont assisté à ce sommet. La question lui a été posée de savoir comment le régulateur arbitrait entre bruit et émissions de gaz à effet de serre. La réponse de Paul Schwarz, qui était le seul à avoir le courage de répondre, a été très claire, c'était à aucun moment on arbitrera contre le bruit. Le bruit sera toujours complètement déterminant. Le problème du changement climatique est un problème différent. Les émissions gazeuses de la qualité de l'air, problème qui est complètement séparé. Donc en termes de pondération, on voit que le bruit est de toute façon assez déterminant. Sinon, répondez-moi, je vais vous donner un endroit où il y a une réponse. Puisque Jean-Marc nous a expliqué qu'on sait effectivement d'une façon, je pense, communément acceptée par les différents partenaires. On y a travaillé notamment au sein du comité d'évaluation des bénéfices environnementaux. On sait traduire en termes de retombées toutes les questions liées au poids ou liées aux performances aérodynamiques, et donc exprimées en kérosène ou exprimées en CO2 et ce qui s'exprime en euros, in fine, pour la compagnie. Et à ma connaissance, du côté du bruit, il y a eu des études scientifiques de conduite il y a une petite dizaine d'années, d'un côté en France, de l'autre aux États-Unis, qui ont essayé d'estimer essentiellement à partir d'études économétriques sur le prix du mètre carré au voisinage des grandes infrastructures. Parce que ça n'est pas tout l'impact, c'est pas une mesure de la gêne, c'est un autre indice des retombées de la gêne économique. Et ces études ont été faites et elles conduisent à un certain nombre de valorisations possibles en termes d'euros. Enfin, le biais des euros, vous pouvez remonter ensuite les paramètres physiques qui vous intéressent. Tout cela n'est pas mathématique, mais pas plus pour le CO2 que pour le bruit. Mais par contre, ces études existent, elles ont été faites, elles sont dans la littérature, je pense qu'on doit pouvoir les retrouver.
voulez, pour se faire une première idée. Ça ne vous dira pas quel est le niveau de taxe qu'il faut mettre pour financer de l'isolation phonique, ni si le niveau de taxe est bon par rapport à l'économie du secteur aérien, il y a tout un tas d'autres questions qui se posent aussi. Mais si vous voulez mesurer quel est l'impact relatif en termes d'économie, c'est au moins le niveau possible. Très bien. Merci pour votre réponse. S'il n'y a plus de questions, je voudrais remercier tous les signataires et puis à travers eux les organismes qui les représentent. Comme vous l'avez compris, cette réunion... Il y a une question? Pardon, excusez-moi. Une dernière question alors, oui. Oui, Jean-Claude Trémonera. J'avais une question concernant l'environnement européen. On a beaucoup parlé d'Iroquois. On a fait le pont et le lien avec X-Noise plusieurs fois. Donc on voit qu'Iroquois s'ouvre à des opérateurs, enfin, des gens qui s'occupent des aéroports, des compagnies aériennes. On parle de sciences humaines et sociales. Mais, je voulais savoir si côté européen, il y avait les mêmes types de problématiques. Est-ce que sur X-Noise, on envisage les mêmes ouvertures? Comment s'organiser nos amis européens dans ce domaine-là? Merci. En fait, le réseau européen, on vient d'être pour 4 nouvelles années en fait, d'activité et on démarre le 1er décembre avec effectivement un agenda étendu à ces activités. Alors, bon, l'aspect perception était déjà assez présent puisqu'on a 2 projets, notre workshop dont on n'a pas parlé aujourd'hui parce que ce sont des activités spécifiquement soutenues par la Commission qui sont CEFA et COSMA, donc 2 projets qui sont liés aux aspects perception, à essayer de comprendre un peu mieux les caractéristiques qui pourraient rendre les avions plus agréables d'une part et en même temps développer beaucoup de techniques de simulation qui permettraient d'augmenter les capacités des tests psychométriques. On a également dans la nouvelle mouture d'X-Noise ces aspects d'interdépendance environnementale, puisqu'on va prendre en main en fait, le développement de la stratégie européenne de modélisation entre le bruit et les émissions. Il y a un certain nombre d'autres aspects, disons, plus pré-réglementaires. Je crois que c'est plus l'orientation maintenant du réseau européen par rapport au développement d'une connaissance scientifique, c'est aussi de traiter les aspects pré-réglementaires, puisqu'on vient de démarrer un projet aussi sur le bruit en croisière des open road. Et ça, la recherche pré-réglementaire, c'est quelque chose qui a un peu disparu, en fait, quand on est passé de transfert de compétences des États à l'Europe, dans le domaine de la certification. Et on va aussi s'atteler à redonner une certaine dynamique, je pense, à les études pré-réglementaires dans le cadre européen. Bien, je vous remercie. On a réussi de terminer quasiment dans les temps, ce qui est assez étonnant. Encore une fois, donc merci aux signataires, aux organismes qui sont présents, également à ceux qui sont venus nous présenter d'autres activités ou des activités très proches, comme le CORAC,